Je suis conseiller en développement global de l'étudiant athlète à l'Alliance Sport-Études. Je voudrais saluer tout le monde qui est là aujourd'hui. Je suis content qu'il y ait une belle réponse en grand nombre. Particulièrement un petit bonjour spécial pour nos répondants sport-études, mais aussi nos répondants psychosociaux, qui est le nouveau réseau avec l'Alliance. Un merci particulier à tous les gens qui sont reliés à nous. Merci aussi à tous ceux qui se rajoutent des autres milieux. On est content de vous accueillir. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mes deux invités, Jody Richardson et Alexia Demacar. Alexia qui allie un doctorat en nutrition sportive avec une solide expérience terrain dans le domaine. De son côté, Jody Richardson qui détient un doctorat en psychologie clinique et est cofondatrice à la clinique de psychothérapie Connect. Depuis plus de 10 ans, elle forme un duo complémentaire, joue un rôle clé dans l'accompagnement d'athlètes et d'artistes et la consultation stratégique d'équipes sportives et d'entraîneurs. Elle souhaite également partager avec des écoles, des organisations sportives et artistiques leur expertise au sujet des troubles alimentaires et de la performance. C'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, exactement. Elles ont récemment fondé l'organisation Dare to Fuel Performance, qui vont nous parler un peu plus tantôt. Ce projet vise à éduquer, soutenir et outiller tous les professionnels du sport et de la santé qui travaillent étroitement avec des athlètes concernant l'identification précoce, les processus d'intervention efficaces, le traitement et la gestion optimale des enjeux reliés aux troubles alimentaires. Alors, je suis super content d'accueillir les deux avec moi aujourd'hui. Avant de leur céder la parole, juste vous rappeler que si vous avez des questions, on est super content de les prendre. On va avoir un temps à la fin pour répondre aux questions. On vous invite à les écrire dans le chat aussi. Si jamais on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui, on pourra prendre le temps d'y répondre par la suite. Alors, je vous cède la parole, Jody et Alexia. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Samuel. Donc, je partage mon écran. Bienvenue à tous et bon lunch en passant. Voilà. Bonjour à tout le monde. On est très content d'être là avec vous aujourd'hui sur cette heure de midi. Alors aujourd'hui, on va présenter notre webinaire qu'on fait, on appelle ça un webinaire un peu introduction. C'est vraiment, on essaie d'adresser ce qu'on pense sont les mythes et fausses croyances les plus répandues dans les sports et les troubles alimentaires. Je vais commencer en me présentant et un peu comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble dans ce domaine-là. Je suis psychologue. Je suis dans le domaine des troubles alimentaires. Ça fait quand même très longtemps. J'ai fait, même avant mon doctorat, que j'ai fait en troubles alimentaires à l'hôpital Douglas avec Dr. Steiger, que j'ai fait pour une dizaine, j'étais là pour presque une dizaine d'années. Je travaillais même avant ça dans le domaine en faisant des groupes de support avec ANEP Québec. Alors, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis dans les troubles alimentaires, ce domaine-là. Mais ça fait presque 13 que je travaille avec les athlètes et les artistes. Alexia et moi, on s'est rencontrés parce que mon mari est une athlète professionnelle, puis elle travaille avec son équipe, puis elle a commencé à parler avec moi par rapport aux problèmes qu'elle voyait, particulièrement au Cirque du Soleil avec les artistes. On a commencé à parler, on a en fait des petits projets ensemble, on a commencé à avoir des cas ensemble, puis j'ai beaucoup appris par rapport aux vies des athlètes et des artistes d'Alexia et en espérant qu'elle a appris quand même beaucoup de moi en troubles alimentaires. Finalement, on a créé notre duo et on travaillait dans les dernières dizaines d'années avec des athlètes dans l'Institut national du sport du Québec, Cirque du Soleil, l'École supérieure de ballet du Québec, l'École nationale de cirque, puis plusieurs fédérations sportives provinciales et nationales. Alors, on aimerait partager un peu avec vous ce qu'on a appris ensemble. Alexia, je te laisse t'introduire.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Alexia. Comme Samuel l'a déjà dit, je suis nutritionniste. J'ai un doctorat en nutrition sportive. Moi, contrairement à Jolie, je ne pensais pas travailler en trouble alimentaire. Je m'en ai travaillé dans le fond juste en nutrition sportive. Mais la vie a fait en sorte que 6 mois après avoir gradué, on m'a offert un job au Cirque du Soleil. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec différentes équipes nationales, principalement des sports accro-artistiques, avec l'équipe nationale de plongeon, patin artistique, gymnastique. Euh, Puis rapidement dans ma carrière, j'ai réalisé en fait que comme nutritionniste, pour pouvoir bien aider mes athlètes, il fallait que euh, je discute de la relation de l'athlète avec son alimentation, avec son corps aussi. J'ai remarqué que beaucoup d'athlètes avaient justement des soucis par rapport à cette relation-là. Puis, je ne me sentais pas du tout outillée pour pouvoir les aider. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça, quand même assez tôt dans ma pratique. Puis, quand j'ai rencontré Jodie, c'était justement une source insatiable d'informations par rapport à ça. Puis, on a décidé justement de travailler ensemble à ce niveau-là. Il y a quelques années, en fait, on a réalisé qu'en s'affichant un petit peu plus avec cette expertise-là de traitement des troubles alimentaires chez l'athlète, chez l'artiste, on avait énormément de demandes. Fait qu'on s'est dit, OK, bien, il faut qu'on commence à former, en fait, les autres professionnels de la santé, du sport, à pouvoir nous aider à intervenir. Donc, c'est un petit peu notre message. En fait, peu importe le rôle qu'on joue quand on travaille avec des athlètes, on a un rôle à jouer qui va être différent. Aujourd'hui, on espère vous introduire un petit peu au vôtre dans ce contexte-là. Donc, on a décidé de justement créer une organisation qui s'appelle Dare to Fuel Performance. Donc, notre mission, c'est vraiment d'éduquer, supporter, outiller tous les professionnels de la santé à traiter les athlètes qui sont atteints de troubles alimentaires, mais aussi les professionnels du sport qui, dans leur cas, c'est plutôt d'identifier et de gérer les troubles alimentaires au sein de leur environnement sportif. Également les entraîneurs, les professeurs à devenir des modèles positifs en matière de nutrition et d'image corporelle, mais on veut aussi avoir un rôle plus important à jouer en fait au niveau des organisations sportives, des organisations artistiques aussi, à les aider à créer un environnement qui favorise le bien-être et la santé en contexte de haute performance. Donc, ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, ça correspond pleinement dans le fond à notre mission. Donc, comme on l'a dit, on va parler des différents mythes, des fausses croyances, parce que selon nous, ça part de là aussi. Je pense qu'il y a énormément de mythes et de fausses croyances qui entourent cette problématique-là un peu partout, puis c'est excessivement répandu. Si on regarde ça au Québec ou même à l'échelle canadienne ou internationale. Donc, on espère qu'après la présentation, il y a certaines choses qui vont être un petit peu plus claires de votre côté. Donc, si ça vous intéresse, en fait, d'en savoir plus, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc, on fait beaucoup d'éducation, on donne beaucoup d'informations gratuites. Puis, on va commencer à offrir, en fait, l'information via notre infolettre grâce à nos formidables stagiaires qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on a un coup de main. Donc, on va commencer à envoyer de l'infolettre, en fait, pas que pour nos formations, mais aussi pour pouvoir éduquer les gens. Donc, je pense que Samuel ou Jacène vont mettre dans le chat les différentes informations. Et vous pouvez, si vous voulez, nous joindre, en fait, sur les réseaux sociaux ou sur notre infolettre. Parfait. Alors, on va commencer avec les mythes et fausses croyances quant aux troubles alimentaires chez l'athlète. Première mythe et fausse croyance, c'est que les troubles alimentaires ne touchent que les athlètes élites. Alors, c'est vrai que quand on compare les sports récréatifs à les sports plus compétitifs, que le niveau de risque augmente le plus que c'est compétitif. Par contre, une des choses très, très importantes qu'on sait par rapport à notre expérience clinique et par rapport à la recherche, c'est que le trouble alimentaire a débuté beaucoup plus longtemps que le carrière élite. Alors, c'est-à-dire, disons, si une athlète vient me voir à 18 ans parce qu'elle a un trouble alimentaire ou il a un trouble alimentaire, fort probablement que les préoccupations avec leur corps ont commencé beaucoup plus jeunes, vers 12 ans, 13 ans, à un moment donné, dans une équipe ou dans une circonstance particulière, puis que ces préoccupations sont là depuis quand même longtemps. Okay? Alors, à ce moment-là, ce n'était pas vraiment un environnement élite, c'était plus un environnement peut-être non compétitif ou quoi que ce soit. Les athlètes vont pas chercher de l'aide au début, c'est juste quand ça devient plus chronique qu'ils vont, disons,
aller chercher de l'aide ou se trouver dans mon bureau, par exemple. Mais comme j'ai dit, c'est beaucoup plus loin que ça a commencé. C'est difficile des fois de voir les cas parce que souvent, ils ne sont pas détectés parce que leurs comportements sont interprétés un peu comme des comportements normaux des athlètes. Ça, c'est souvent une ligne qui est difficile à trancher. Est-ce que c'est juste que, elle est juste une athlète, c'est normal, ou est-ce que c'est des symptômes de troubles alimentaires? On va parler un peu plus de ça, mais pour moi, comme personne qui n'était pas une athlète, nécessairement, ça, c'était une des choses que je trouvais quand même difficile. Est-ce que c'est normal comme athlète? Puis non, comme athlète, c'est pas normal d'avoir des symptômes de troubles alimentaires. Tout ça pour dire que les troubles alimentaires, malheureusement, sont pas nécessairement détectés, mais sont plus fréquentes chez la population athlétique, pas juste les athlètes élites non plus. Pourquoi? On peut regarder un peu les facteurs de risque. Mais il y a malheureusement, mais je vais premièrement dire que le sport peut être quand même quelque chose de protectif. Il y a des choses fabuleuses dans le sport et dans le domaine artistique, mais il y a des facteurs de risque spécifiques pour les athlètes. Premièrement, ce qu'on dit souvent, c'est malheureusement ce qui fait que quelqu'un est une bonne athlète, des fois fait aussi qu'elle a une bonne personnalité pour développer un trouble alimentaire. Exemple, certains traits de personnalité comme le perfectionnisme, l'obsessionnalité, puis une grande énergie. Les sports de catégorie de poids sont un facteur de risque pour les troubles alimentaires parce qu'il y a toujours une pression de rester en dessous d'un certain poids pour être capable de compétitionner. Ça peut être le judo, wrestling, d'autres choses comme ça. Les sports où il y a une pression d'optimiser la performance en perdant du poids parce qu'on veut être plus légère, comme le course ou le cyclisme, là, il y a un facteur de risque aussi. C'est sûr et certain que les sports où il y a une pression d'atteindre un corps idéal pour le sport, par exemple des disciplines jugées, des disciplines synchronisées où on veut que tout le monde a la même apparence, mais ça met une grande pression sur l'image corporelle. Les costumes révélateurs, c'est quand même difficile d'aller devant beaucoup de personnes dans un costume révélateur. Alors souvent, une des choses qui va les rendre un peu plus sécuritaire, c'est d'avoir une préoccupation puis essayer de contrôler leur image corporelle. Quand quelqu'un est initié à un sport avant la puberté, ça peut être un facteur de risque si, par exemple, leur corps change beaucoup durant la puberté, puis, oups, à un moment donné, le corps n'est plus vraiment le corps idéal de leur sport, mais ils sont très bons là-dedans. Alors, ils se sentent beaucoup de pression d'essayer de conformer à un certain idéal. Une période de blessure, c'est un temps où on considère les athlètes plus à risque parce qu'ils ne peuvent plus faire leur sport. Alors, ils vont essayer de trouver une autre manière de contrôler leur poids puis sentir qu'ils font quelque chose pour qu'ils sont quand même vont quand même être capables de performer quand ils reviennent au sport. Les périodes de transition, exemple, aller du secondaire à l'université, au cégep. Puis là, le niveau de compétition, c'est plus élevé, mais peut-être que je sens plus de pression à ce moment-là. Les comportements de l'entraîneur et des professeurs, c'est sûr et certain, s'ils font des commentaires où ils mettent beaucoup d'emphase sur le corps et la silhouette et le poids. Les comportements des pairs, malheureusement, si une autre personne dans l'équipe a des symptômes de troubles alimentaires, ça peut avoir un effet domino, puis les autres peuvent quand même développer des préoccupations. Puis, comme j'ai dit, le niveau plus élite, ça met plus à risque. Et les standards et régulations dans le sport en général.
Une autre chose qu'on entend beaucoup, particulièrement chez les athlètes, c'est « Ah, mais c'est juste un peu d'alimentation dysfonctionnelle, c'est pas une vraie trouble alimentaire. » En anglais, on dit « disordered eating », qui masque souvent une vraie trouble alimentaire. Alors, c'est vrai que les troubles alimentaires, les troubles d'alimentation existent sur un continuum. Okay? C'est vrai, on peut aller de l'alimentation saine, on peut dire alimentation, ça c'est une alimentation saine et équilibrée, une image corporelle quand même saine, puis un poids optimal, mais poids optimal pour mon corps, à moi, OK? Ça c'est très spécifique à moi, mon corps sent bien à ce poids-là. Okay? Mais c'est sûr qu'on peut essayer certaines choses un peu plus dysfonctionnelles, peut-être un peu de restriction alimentaire, un peu d'entraînement excessif. Dans les sports catégorie de poids, il y a souvent de la déshydratation qui se fait pour atteindre le poids. On peut avoir des pertes de contrôle sur la nourriture, même essayer des choses comme des vomissements laxatifs. Quand ces comportements-là deviennent plus stable, plus récurrente, plus consistante. Mais c'est là où on tombe plus dans les troubles alimentaires cliniques. Okay? On se dit si les vomissements ou si les pertes de contrôle ou si la restriction devient plus chronique, ça arrive une fois par semaine, ça arrive pour 3 mois et plus, etc. Mais là, on commence à aller plus dans les troubles alimentaires cliniques. Puis ce qu'on va voir dans les troubles alimentaires cliniques, c'est que la personne commence à vivre beaucoup plus de détresse par rapport à son poids, son image corporelle. Ça va commencer à affecter d'autres sphères de leur vie, fort probablement. Ça se peut que ça affecte leur performance comme athlète, mais ça se peut que leur performance n'est pas nécessairement affectée, mais c'est les études qui sont affectées. Ou peut-être c'est juste leur vie sociale qui est affectée, mais elle va avoir un déficit fort probablement dysfonctionnel dans leur vie. Alors, juste pour faire un petit mot là-dessus, l'anorexie, c'est le cas typique qu'on voit quand une personne fait beaucoup de restrictions, puis elle atteint peut-être un poids plus bas que son poids optimal. Ce qui est important de savoir chez les athlètes, puis Alexia va parler un peu plus de ça, c'est souvent les athlètes n'ont pas l'air amaigris. Ils sont très musclés, puis même s'ils ne mangent pas assez pour leurs besoins, ils vont avoir l'air peut-être quand même correct, mais ils sont vraiment en sous-poids. Ils vont avoir perdu leur menstruation, etc. Alors ça, c'est très important à comprendre. La boulimie, c'est quand la personne va vivre des pertes de contrôle sur la nourriture, puis va faire des méthodes compensatoires pour qu'il ne prend pas du poids. Exemple, ça peut être des vomissements, mais chez les athlètes, souvent, on va voir aussi l'exercice physique comme compensation. Alors souvent, l'athlète va dire « Ah, j'ai un problème d'hyperphagie boulimique », en pensant pas qu'ils font des compensations, mais vraiment, ils font des compensations en exercice parce qu'ils font plus d'exercices quand ils sont anxieux par rapport à leur alimentation. Okay. L'hyperphagie boulimique, c'est quand la personne va vivre des pertes de contrôle, mais ils ne vont pas avoir des compensations. Souvent, chez les athlètes, parce qu'ils sentent une pression d'atteindre un certain corps, ils vont souvent, quand ils sont dans leur carrière, faire des compensations. Sinon, ils peuvent gagner du poids, puis ça les rend très anxieuses pour leur sport. Puis les autres troubles alimentaires sont les troubles alimentaires qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués comme anorexie, boulimie ou hyperphagie boulimique, mais ils sont quand même cause de la détresse. Exemple, ça peut être quelqu'un qui fait des purges sans avoir des pertes de contrôle sur la nourriture. Quelqu'un qui commence à faire des purges après le souper, par exemple. Alors, je vais donner un exemple de quelques profils que vous pouvez voir. Vous êtes, la plupart d'entre vous, je pense, des intervenantes en santé mentale. Alors, j'ai fait des portraits typiques des personnes que vous pouvez voir rentrer dans votre bureau, par exemple, en demandant de l'aide. Okay? Alors, le premier portrait, c'est une skieuse de 17 ans.
Okay? La raison pourquoi ce skieuse-là est dans votre bureau, c'est parce qu'il y a d'autres athlètes dans l'équipe qui sont inquiètes pour elle. Elle n'est pas nécessairement si inquiète, mais elle vient quand même. Elle a perdu 10 livres durant l'été. Elle performe moins bien à ce poids, mais elle refuse de reprendre son poids perdu. Elle vit une anxiété excessive par rapport au poids et l'alimentation, une restriction alimentaire importante, mais elle essaie de vous convaincre que tout est correct. Oui. Profil numéro 2, une patineuse artistique de 19 ans. Elle se sent déprimée. Elle a une blessure à la cheville. Elle a eu peur de prendre du poids car elle ne pouvait pas entraîner. Alors, elle a coupé certains aliments pour essayer de compenser. Mais elle a développé des pertes de contrôle sur l'alimentation. Ces pertes de contrôle-là ont causé beaucoup d'anxiété et beaucoup de détresse. Elle a commencé à faire des vomissements pour essayer de compenser pour ces pertes de contrôle. Elle est motivée à mieux contrôler son alimentation, mais elle n'est pas nécessairement au courant qu'elle a un trouble alimentaire. Okay? Coureur de 21 ans, il vient vous voir parce qu'il se sent pris dans un cercle vicieux. Il a décidé de perdre du poids pour améliorer sa performance. La perte de poids a amélioré ses résultats sportifs. Mais après 6 mois, il a développé des pertes de contrôle en mangeant. Il a regagné son poids, puis il a même gagné plus de poids. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Maintenant, il essaie de compenser avec l'exercice physique. Lui est très motivé à guérir de son trouble alimentaire parce qu'il sent vraiment stock. Alors, on peut voir beaucoup de différents profils de troubles alimentaires chez les athlètes. J'ajouterais aussi le fait que cette ligne-là entre alimentation déséquilibrée et troubles alimentaires est très floue, malgré le fait que quand on comprend les problématiques, on voit vraiment la nuance, dans le fond, entre les deux. Mais aussi, puis je parle pour la nutrition, comme nutritionniste, on pense en fait que tous les nutritionnistes sont outillés puis vont faire en fait la distinction entre les deux, mais au contraire, quand on donne nos formations de 2 jours pour les nutritionnistes, au début, tout le monde dit « Ah, j'ai majoritairement en fait des cas d'alimentation déséquilibrée, tu sais, c'est pas des troubles alimentaires cliniques. » Puis après avoir fait notre 2 jours de formation, elle dit « Oh mon Dieu, tous les cas que j'avais étaient en fait des cas de troubles alimentaires, mais je ne savais pas vraiment la distinction entre les deux. » L'autre point important, c'est que cette distinction-là, puis c'est la raison pour laquelle nous, on en parle haut et fort, c'est le fait que il y a un grand déni qui vient avec le trouble alimentaire, puis on va parler des raisons pourquoi, mais le fait de minimiser le problème en ne nommant pas le fait qu'il s'agit d'un trouble alimentaire devient un frein au fait d'aller chercher de l'aide aussi. Ah, c'est pas grave, c'est juste, je veux dire, c'est juste certains comportements sur une alimentation déséquilibrée, c'est correct. Fait que souvent, les athlètes vont tarder à aller chercher de l'aide ou peuvent vous voir pour plein d'autres raisons, exemple anxiété, puis jamais penser que leur alimentation va être problématique à ce moment-là. Je pense que c'est pour ça qu'on voulait souligner le fait que malheureusement, les athlètes sont un groupe à risque. Alors, si vous voyez des athlètes, ça vaut la peine dans l'évaluation de bien évaluer les symptômes de troubles alimentaires chez les athlètes. Donc, numéro 3, on en a parlé. Les athlètes souffrant d'un trouble alimentaire ont généralement l'air amaigris, donc ont l'air en sous-poids. Je pense que c'est un des plus grands stigmas qui résonne des troubles alimentaires. On a tous cette image, dans le fond, d'une personne très, très amaigrie. Puis, si on tape trouble alimentaire sur Google, c'est vraiment la première image qui va nous venir. Mais en réalité, dans le fond, c'est très, très peu d'athlètes qui vont avoir ce visuel-là. Donc, je pense que comme professionnel de la santé, on a souvent un biais quand on voit un athlète ou quand on a un client arriver dans notre bureau, un patient, peu importe, en ne se souciant pas, en fait, de la présence ou pas d'un trouble alimentaire basé sur l'apparence de la personne. Je veux dire, on le fait tous, donc je le dis sans jugement, évidemment, mais c'est là où on veut vraiment nuancer le fait que la majorité des athlètes qui ont un trouble alimentaire n'auront pas l'air d'avoir un trouble alimentaire. Fait quelques raisons, en fait. C'est que ce qui se passe, c'est que c'est pas par rapport au poids. Hein? Donc, c'est pas par rapport au poids si l'athlète, dans le fond, a un poids plus faible qu'un autre. En fait, c'est l'écart
qui existe entre ses apports alimentaires et ses besoins pour maintenir son poids. Fait que souvent, un athlète, en fait, qui pour maintenir un certain poids, qui pourrait être un poids tout à fait normal, pas trop maigre dans le fond pour un autre athlète, mais lui, pour maintenir ce poids-là, il doit se restreindre constamment. Mais ça signifie que son corps est constamment en déficit à ce moment-là aussi. Fait que souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui vont vivre une injustice et qui vont nous dire non, mais comment ça, moi, mon poids était beaucoup plus élevé, j'en ai juste perdu un petit peu, puis c'est injuste parce que tel autre athlète, en fait, vous ne l'achalez pas puis il pèse la même chose que moi. Mais c'est parce que justement, pour que cet athlète-là puisse maintenir ce poids-là, son corps il est vraiment en état de famine, en état de détresse à ce moment-là aussi. L'autre chose, c'est que souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on vous a présenté les différents diagnostics du trouble alimentaire, mais au sein d'une vie, on parle souvent que le diagnostic, en fait, peut se promener d'un à l'autre. Donc, quelqu'un qui aurait eu une phase, par exemple, d'anorexie beaucoup plus jeune, une grande perte de poids, l'aurait repris pour différentes raisons, mais sans traitement. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que cet athlète-là va se présenter dans notre bureau encore avec un profil, dans le fond, de troubles alimentaires, beaucoup, dans le fond, la rigidité, les préoccupations excessives, mais que son corps n'est pas autant en état de malnutrition qu'il l'a déjà été. Fait que souvent, en fait, la personne peut soit dire « Ah, j'ai déjà souffert d'un trouble alimentaire, mais là, ça va bien. » Mais eux, souvent, ils font référence seulement, dans le fond, au poids, mais pas au travail qui aurait été fait par rapport aux préoccupations. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important aussi à nuancer. Puis l'autre chose, une autre des raisons qui peut expliquer le fait que l'athlète n'aura pas l'air nécessairement amaigri, ça va être un athlète qui va s'être restreint beaucoup, mais dans la majorité des cas, surtout chez les athlètes, leur demande physiologique est tellement importante qu'ils vont finir par avoir des pertes de contrôle sur la nourriture. Puis ça va engendrer généralement un gain de poids chez l'athlète aussi. Numéro 4, les athlètes souffrant de boulimie utilisent principalement les vomissements comme moyen compensatoire. Donc, Jodie en a glissé un mot tantôt. C'est, en fait, pour la majorité des gens, le trouble alimentaire, c'est avoir l'air très maigre ou vomir. Puis si on ne parle pas, dans le fond, de ces deux composantes-là, c'est comme s'il n'y avait pas de trouble alimentaire. Puis encore une fois, c'est une des raisons pourquoi on en parle tant, parce que pour nous, c'est un des mythes qui demeure le plus. Puis comme c'est un mythe qui demeure dans la société, encore une fois, c'est les athlètes, les gens n'iront pas chercher de l'aide s'ils n'ont pas ces critères ou ces symptômes-là aussi. Donc, on en a parlé, l'exercice physique supplémentaire ou sinon le jeûne, c'est-à-dire « Ah, j'ai trop mangé ou j'ai perdu le contrôle, je saute mon déjeuner demain matin ». Ça, c'est le moyen de compensation. Fait que ça peut coter, dans le fond, pour la boulimie si la fréquence, en fait, va aussi être respectée pour les critères diagnostiques. Je vais faire une parenthèse pour la boulimie. En fait, c'est une perte de contrôle, un moyen compensatoire, en fait, une fois par semaine. Sauf que chez les athlètes, qu'on va voir, c'est que des fois, ils vont se restreindre comme 3 semaines avant une compétition. Là que la compétition est passée, ils vont avoir toutes les pertes de contrôle, en fait, pendant la même semaine aussi. Fait que ça ne se présente pas nécessairement de la même façon. Fait que ça peut vraiment passer sous le radar à ce moment-là. Mais ça génère quand même beaucoup, beaucoup de détresse puis beaucoup d'anxiété. Donc, on fait vraiment une distinction entre l'exercice qui va améliorer la performance, puis l'exercice qui va être utilisé de manière compulsive pour gérer l'anxiété par rapport au poids. Fait que souvent, en fait, ça va être facile pour l'athlète de rationaliser ça dans son entourage, surtout si c'est un entourage, dans le fond, qui ne fait pas partie de son équipe sportive, de dire non, j'ai besoin, dans le fond, de faire cet extra cardio-là, tout le monde le fait. Mais en fait, c'est vraiment un exercice qui va, au bout du compte, pas être optimal pour la performance. Donc, certains drapeaux rouges, un athlète qui se présente à l'entraînement du matin sans boire manger, là, on est vraiment dans un mode plus restrictif que dans un mode plus optimisation de performance. Oui, il y a plein de raisons pour lesquelles des fois les athlètes n'ont pas faim le matin, mais souvent, nous, on va avoir une résistance puis une grande peur, en fait, de devoir modifier ses habitudes alimentaires à ce niveau-là. Une incapacité à pouvoir respecter le plan d'entraînement parce que le fait de se reposer cause trop d'anxiété. Fait que c'est souvent, en cas d'entraînement, on apprend plein de choses quand on voyage avec les athlètes. Fait que souvent, l'athlète va sortir par la sortie de secours pour que
que personne ne le voit pour pouvoir aller faire, dans le fond, un cardio de plus, ou va décider tout simplement de rester, dans le fond, faire 1 heure de cardio de plus. Mais quand on parle d'athlète, la programmation, la périodisation des entraînements est hyper, hyper importante. Donc, la fatigue, le calcul, la gestion, dans le fond, de la fatigue de l'athlète aussi, c'est calculé, dans le fond, par les entraîneurs, par les physiologistes de l'exercice quand il y en a. Donc, le non-respect du programme d'entraînement est vraiment délétère à l'optimisation de la performance. Donc, dans ce cas-ci, on voit vraiment que c'est un comportement pour gérer l'anxiété. Donc, l'ajout de session, j'en ai parlé. Puis, c'est les athlètes aussi qui, même blessés, vont avoir de la difficulté à respecter le plan que le physio propose, que le thérapeute propose. Puis, ils vont vouloir minimiser vraiment toute présence de fatigue ou de douleur parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur impose une réduction de l'entraînement. Okay. Numéro 5, si un athlète désire se sortir de son trouble alimentaire, il n'y a que suivre un plan alimentaire. Alors, souvent, l'idée, c'est que c'est tout par rapport aux nourritures. C'est vrai qu'on parle beaucoup de nourriture quand on fait le traitement des troubles de l'alimentation, mais et c'est vrai aussi que le nutritionniste du sport peut faire un bon cheminement avec les athlètes ou les personnes atteintes d'un trouble alimentaire. Par contre, c'est important de comprendre que le trouble alimentaire n'est pas un problème nécessairement alimentaire ou un problème de poids, c'est un problème d'anxiété par rapport à l'alimentation, anxiété par rapport au poids et le contrôle de son poids. Hein. Alors, c'est vraiment comme une phobie de devenir grosse. Cette phobie-là, ça a pu être engendré par le fait qu'ils ont vécu des traumas dans leur environnement sportif parce qu'ils étaient pesés, puis ils étaient critiqués, qu'ils étaient jugés, mais ça peut être parce qu'ils étaient dans des costumes révélateurs, puis ils avaient peur du jugement. Il peut y avoir plein de différentes raisons, mais ils ont développé ce peur-là, puis ce peur-là est un peu comme une phobie du chien. Tu sais, le phobie du chien, quand on a une phobie, ben on a peur d'être mort par le chien. C'est ce qu'on a par rapport à l'alimentation. On a peur de grossir en mangeant. Ce n'est pas nécessairement rationnel, mais le peur est très intense. Par contre, on peut éviter les chiens, on ne peut pas éviter la nourriture. Alors, souvent, c'est beaucoup plus comme un trouble obsessif-compulsif, comme un trouble d'anxiété, quand on a peur des microbes, parce que les microbes sont partout. Alors, on développe des stratégies d'essayer de contrôler pour sentir en sécurité. Okay? Des pensées obsessionnelles quant à l'alimentation, puis des comportements compulsifs pour calmer cette anxiété. L'exercice physique, les règles alimentaires, me peser souvent, regarder dans le miroir, plein d'autres choses. Okay? Alors, comme intervenante en santé mentale, on a quand même un grand rôle à jouer dans les troubles de l'alimentation. Si l'évaluation médicale ne soulève aucun enjeu médical, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un grand mythe. Souvent, pas qu'on souhaite, dans le fond, que le bilan médical de l'athlète ne soit pas optimal, mais des fois un peu parce que ça aide beaucoup, beaucoup, en fait, à diminuer le déni face aux problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi c'est en fait un mythe. Puis, pourquoi ça peut être une frustration de votre part si, en fait, vous avez cette discussion-là avec l'athlète, que vous avez justement des doutes, des craintes pour même sa santé, sa sécurité, parce qu'il s'entraîne beaucoup, il mange très peu, puis que vous réussissez à le convaincre d'aller chez le médecin pour faire une évaluation médicale. Puis là, qu'il revient en disant « Ah, mon bilan sanguin était beau, tout est correct », ça ne veut pas dire que le trouble alimentaire n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trouble alimentaire non plus. Fait que ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. Puis on a fait une formation avec les médecins en juin aussi, puis c'est quelque chose qui est un peu incompris, mais malheureusement excessivement présent. Souvent, dans le fond, dans les cas de troubles alimentaires qui sont présents depuis vraiment longtemps, c'est comme si le corps s'est adapté dans le temps aussi, fait qu'on va remarquer un bilan sanguin qui va être normal, mais il va y avoir plein de signes, symptômes physiques ou comportementaux ou psychologiques dans le fond aussi. Fait que souvent, ça vaut la peine d'explorer un petit peu, pas que l'aspect médical, mais
Quel autre signe, symptômes on peut observer parce que ils vont agir comme levier, dans le fond, pour les engager dans le plan de traitement ou pour simplement leur faire réaliser que le problème est effectivement présent. Donc, en fait, c'est ça. Pourquoi suite à l'examen médical, le trouble alimentaire peut passer inaperçu? On le disait tantôt, l'IMC semble normal. On utilise beaucoup moins l'IMC, encore moins en sport. Mais parfois, il y a encore des médecins qui vont l'utiliser parce que dans les anciens critères diagnostiques, en fait, de l'anorexie, souvent, on utilisait l'IMC. Fait que pour des médecins, c'est beaucoup plus... ça semble plus facile, plus objectif d'utiliser, en fait, l'IMC pour savoir si l'athlète est en sous-poids ou pas. Comme on le sait, puis comme on le disait, les athlètes ont une masse musculaire supérieure. Fait que souvent, leur IMC va sembler tout à fait normal aussi. Les analyses sanguines peuvent sembler normales malgré la présence de nutrition. Encore une fois, on le voit beaucoup. Parfois, on va avoir des petites anomalies. Ça va affecter un petit peu les globules blancs. Ça va affecter, en fait, certains paramètres, la ferritine, mais de façon très, très légère. Fait que souvent, ce n'est pas grave pour qu'il y ait une intervention médicale. Mais le médecin qui est formé en troubles alimentaires va se servir comme de ça en disant, bien, en ce moment, on est chanceux, il y a juste des petites anomalies, mais si on continue dans cette direction-là, bien, ça risque d'être beaucoup plus grave éventuellement aussi. De façon générale, l'athlète révèle rarement lui-même ses symptômes. On va en parler, en fait, je pense, après par rapport aux différentes barrières qui font en sorte que l'athlète ne va pas révéler ses symptômes. Est-ce qu'on va en parler, Jodie, ou pas? Je suis pas sûre, hein? Non, c'est les barrières à l'intervention, mais je vais sûrement glisser le mot, mais tu peux parler de ça un peu là. Bien, en fait, le déni fait partie du critère diagnostique lui-même, dans la mesure où il n'y a aucun athlète qui est surtout dans les cas de restriction, donc en anorexie, qui va reconnaître qu'il y a un problème profond, dans le fond, après ma barre. Ils vont minimiser ou rationaliser, dans le fond, la présence de tout symptôme physique. Je suis fatiguée, mais je m'entraîne trop. Je suis fatiguée, je ne dors pas. Je ne suis pas capable de faire ma séance d'entraînement parce que... Donc, ils arrivent tout le temps avec une rationalisation, en fait, des problématiques. Fait que c'est jamais de la faute, en fait, du trouble alimentaire. Donc, c'est des athlètes qui vont se présenter chez le médecin en ayant la perception qu'ils n'ont aucun problème. Fait que souvent, en fait, nous, en nutrition, on va être capable d'énumérer une dizaine de signes, symptômes. Puis là, ils vont chez le médecin et disent « Ah, tout est beau. Est-ce que tu as parlé au médecin du fait que tu avais tous ces symptômes-là? » Ah, ben non. Mais c'est pas à cause du trouble alimentaire, fait que j'avais pas besoin d'en parler. Fait que souvent, il faut comme leur rappeler, leur dire que c'est justement important qu'ils révèlent ces symptômes-là. J'ai malheureusement eu des athlètes qui étaient sur un lit d'hôpital, puis qui étaient encore en déni, dans le fond, de la gravité de la situation. Aussi, comme tout intervenant, puis j'inclus les nutritionnistes, puis les psychologues, dans le fond, là-dedans, tous les médecins sont non plus pas formés adéquatement pour reconnaître les troubles alimentaires ou le RED, qui est le Relative Energy Deficiency in Sport, qui est en fait vraiment la version plus les répercussions, en fait, d'une sous-alimentation chez l'athlète. Donc, ça peut être intéressant, en fait, si vous remarquez que dans votre clientèle, il y a beaucoup d'athlètes qui semblent avoir des difficultés, de contacter, dans le fond, ou de débuter une relation professionnelle avec un médecin que vous savez qui connaît le trouble alimentaire, qui va être capable de mettre les athlètes en confiance. Il y a les cliniques universitaires, en fait, de médecine du sport peuvent voir tous les athlètes universitaires ou de cégep, dans le fond, de façon gratuite avec la carte d'assurance maladie. Puis que souvent, il suffit juste de savoir où référer, dans le fond, les athlètes pour qu'ils aient accès à une ressource qui est qualifiée dans ce domaine-là. Puis ce qu'on souhaite, c'est que justement, le médecin, malgré le fait que l'examen médical puisse être correct, qui ne disent pas à l'athlète, bien, tout va bien, parce qu'encore une fois, ça renforce beaucoup le trouble alimentaire. Fait que souvent, en nutrition en psycho, on est en train de marteler l'athlète pour lui dire non, il y en a un problème, il y en a un problème. Et là, quand il revient avec son billet du médecin et qu'il dit tout va bien, il faut lui rappeler, dans le fond, malheureusement, toutes les choses qui ne sont pas optimales et qui ne vont pas si bien que ça aussi. Fait que faire équipe avec le médecin fait une immense différence. Si l'environnement sportif a contribué au développement du trouble alimentaire, qui pourrait être le cas, comme on a vu, il est important de retirer l'athlète de son sport. Ça, c'est une
une fausse croyance. Une fausse croyance quand même répandue. Puis je pense particulièrement, j'ai vécu aussi ce feeling-là de dire, ben, tu sais, garde cet environnement-là ou ce sport-là, ça a causé ce trouble alimentaire-là. On veut retirer l'athlète, mais ça peut avoir beaucoup, beaucoup de répercussions négatives. Une des choses que j'ai compris en travaillant plus avec les athlètes et Alexia, c'est leur identité d'athlète, c'est très important pour eux autres. Puis pour qu'ils se sentent en sécurité de faire leur traitement avec moi, c'est très important qu'ils ne sentent pas que je vais retirer leur sport ou que je ne comprends pas comment c'est important pour eux, leur sport. Leur sport a fort probablement beaucoup de choses positives. Alors, une des choses qui est importante de comprendre, c'est que souvent, on a un levier pour le traitement parce qu'ils sont motivés de retourner ou d'être capable de retourner à une énergie idéale pour leur sport ou d'être capable d'entraîner ou d'être capable d'avoir une médaille ou d'être capable de bien performer. Alors, si on enlève ça, des fois, ils tombent beaucoup plus dans le trouble alimentaire parce qu'il y a c'est une grande source de motivation qui est retirée. Comme j'ai dit, ça constitue une grande partie de leur identité. Puis, si on retire ça, encore une fois, il peut tomber plus profondément dans le trouble alimentaire parce que, oups, c'est une grande source de confiance enlevée. Ah, on tourne plus vers le trouble alimentaire. Le sport assure aussi une structure, puis c'est plus facile de manger lorsqu'il y a comme un horaire prédéfini. Alors ça pourrait être aidant. Les aspects positifs associés au sport seront également retirés, puis il y en a plusieurs. C'est très complexe. Le sport a aussi beaucoup, beaucoup de choses positives à offrir. Les entraîneurs peuvent devenir les alliés dans le traitement. Des fois, on travaille avec des entraîneurs qui aident les clientes ou les athlètes en mangeant leur collation avec eux. Ils sont des bons modèles. Ils pourraient être impliqués en vraiment être des bons alliés. Si on demande à l'athlète d'arrêter son sport, le risque, c'est que ça va nuire à ma relation avec l'athlète et aussi qu'ils vont plus vouloir aller en psychothérapie pour voir quelqu'un d'autre non plus parce qu'ils ont peur. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois que la personne me disait qu'il avait vraiment peur de me voir parce que la personne qu'ils voyait avant a dit qu'ils devraient arrêter leur sport puis ils ont juste courir de là puis jamais retourner. Juste nuancer, en fait, notre propos par rapport à ça. Le message, c'est pas de mettre l'athlète en danger non plus. Non. Au début du traitement, en fait, quand il se retrouve en nutrition, en psycho, il faut qu'il y ait une évaluation médicale parce que oui, on parlait du fait que dans certains cas, l'évaluation médicale ne révèle rien, mais dans d'autres, au contraire, il peut y avoir des risques. On parle de bilan sanguin, mais on parle aussi d'électrocardiogramme. Fait que ça, c'est des choses qui sont excessivement importantes en début. Puis c'est sûr que quand on a, pour des raisons médicales, arrêté l'athlète de l'entraînement, on le fait. Mais le message, en fait, c'est que l'athlète comprenne que nous, notre objectif premier, c'est de trouver, dans le fond, des stratégies pour que l'athlète puisse retourner le plus rapidement à l'entraînement. Fait qu'ils voient, dans le fond, que c'est comme, OK, on est alliés ensemble, toi et moi, puis on trouve des solutions pour qu'on retourne le plus vite à l'entraînement. Puis souvent, en fait, d'établir des balises claires, puis que l'athlète sache, dans le fond, qu'est-ce qui est prérequis, à quel moment, les objectifs court terme, moyen terme, long terme pour la reprise de l'entraînement. C'est vraiment, vraiment important aussi. Fait que c'est plus dans notre message, en fait. Puis, comme Jodie le disait, c'est le fait que l'athlète comprenne que nous, comme intervenants, on comprend, dans le fond, à quel point c'est important aussi. Fait que ça ne veut pas dire entraînement à tout prix, mais qu'elle a la nuance. Parler du trouble alimentaire avec une athlète a le risque de l'empirer. C'est normal d'avoir de l'anxiété par rapport à l'intervention, mais c'est pas une raison, on dit toujours, mais c'est pas une raison de ne pas le faire. Alors, très, très normal. On va regarder certaines barrières ensemble.
On va souligner ça après, je pense. Alors, je ne pense pas que je devrais le faire maintenant, mais l'intervention précoce est vraiment, vraiment, vraiment très importante parce que le plus longtemps que quelqu'un reste dans le trouble alimentaire, le plus difficile ça devient à traiter. On a une chance à traiter plus facilement s'il y a une intervention, un dépistage plus vite. Honnêtement, on voit à quel point on collabore avec beaucoup d'entraîneurs. Puis quand ils commencent à avoir des doutes, quand nous, on les voit beaucoup plus rapidement en nutrition, souvent, on réalimente, puis ils n'ont pas besoin, dans le fond, de faire 1 an de psychothérapie par la suite. Là. Fait que nous, on voit vraiment la différence à ce niveau-là. Les barrières au dépistage, il y en a plusieurs. Je pense que tu peux mettre les tous là, Alexis, je vais le dire, mais tu sais, premièrement, toute l'incertitude. Est-ce que c'est un vrai trouble alimentaire? Est-ce que je vais aggraver le problème en parlant du trouble alimentaire? Est-ce que c'est le bon moment de parler de ce trouble alimentaire? Le peur que ça peut engendrer un arrêt d'entraînement, puis vous savez peut-être que ça va être très difficile pour l'athlète. La peur de briser la relation de confiance avec cet athlète-là parce que tu sais qu'il ne veut pas parler de ce trouble alimentaire, pas savoir quoi dire, pas savoir où référer, pas savoir comment gérer la réaction de l'athlète parce que c'est vrai que la personne peut être en déni, peut être fâchée, peut avoir beaucoup, beaucoup de sanglots, ou se sentir comme un imposteur. Mais je pense que ça vient à notre prochain point. Sentir comme un imposteur parce que je ne suis pas une spécialiste en troubles alimentaires. Okay? Alors, si tu veux aller à la prochaine point, je pense que c'est la... J'allais juste ajouter, dans le fond, par rapport au fait, c'est important de reconnaître, dans le fond, ses propres variables, ses limites aussi. Je pense que comme intervenant, il y a le fait d'être formé ou pas en troubles alimentaires. Ça, on va en parler, mais il y a des fois, justement, de ne pas savoir comment aborder ou intervenir spécifiquement dans ce sujet-là. Ce qu'on entend souvent, c'est des fois des athlètes qui vont être suivis pour anxiété depuis des années ou par un intervenant plus en performance mentale depuis des années. Puis le trouble alimentaire est là depuis le départ, mais il n'y a comme jamais eu le bon moment, en fait, pour justement aborder le sujet ou des fois, l'athlète, puis on se les fait dire par des psychologues, des thérapeutes, là, c'est comme s'il allait dans cette direction-là, le visage de la tête changeait, puis c'est des fusils au lieu des yeux, puis là, ça peut être vraiment menaçant aussi. Mais c'est de ne pas minimiser que ça peut être hyper difficile, dans le fond, comme intervenant, de vouloir intervenir. Mais le message, en fait, qu'on veut passer, c'est ça fait tellement, tellement une différence. On peut faire ce dépistage-là de façon plus précoce. C'est vrai. Puis je pense qu'Alexia, en disant ça, l'autre point souvent, c'est que quelqu'un peut sentir aussi comme un imposteur parce qu'ils ont leurs propres enjeux alimentaires ou avec leur image corporelle. Souvent, on voit ça chez des entraîneurs, mais ça peut être aussi les psychologues. Je vois ça quand même souvent en supervision, puis je dis souvent que car si on attendait à la personne qui n'a aucun enjeu corporel ou alimentaire, mais il n'y a personne qui interviendrait, alors c'est correct si on est quand même capable de faire ce dépistage puis cette intervention-là. Alors, comme j'ai dit, point 9. Comme je ne suis pas formée pour traiter les troubles alimentaires, je ne peux pas aider l'athlète. Alors, je pense qu'un des messages qu'on voulait souligner le plus avec vous autres aujourd'hui, c'est que vous avez un rôle important à jouer, même si vous n'êtes pas spécialiste en troubles alimentaires, puis même si vous avez juste 5 sessions avec vos clientes. Le dépistage, vous avez en cégep et en université, vous êtes beaucoup plus dans l'environnement sportif que les spécialistes en troubles d'alimentation. On est très loin du terrain sportif. Alors, on ne peut pas faire le dépistage. Puis, trop souvent, le dépistage est fait trop tardivement. Puis, quand la personne vient dans mon bureau, le trouble alimentaire est déjà chronique. Alors, vous avez quand même un très important rôle à jouer dans le dépistage, dans l'intervention initiale, dans la référence au médecin, puis au nutritionniste du sport. Vous pouvez aussi effectuer un peu d'éducation, psychoéducation sur les troubles d'alimentation, travailler un peu sur la motivation, les troubles d'alimentation, créer avec
l'athlète un réseau de soutien? Est-ce qu'ils voudraient parler sur leurs parents? Est-ce que c'est important de parler à leur entraîneur? Puis quand les séances sont terminées, de peut-être référer en psychothérapie si besoin, s'il y a ce besoin-là. Alors, encore une fois, votre rôle est crucial parce que sans des intervenants comme vous qui sont plus proches du terrain sportif que nous, le TA risque de passer inaperçu. Alors, je voulais quand même souligner ce fait-là. S'il y en a qui sont, on va vous dire, plus intéressés à savoir plus sur le traitement, c'est sûr et certain qu'on fait des entraînements plus longs sur cette thématique-là, mais il y a quand même un rôle de faire juste à dépistage, juste à référence au médecin, très, très, très importante. Juste rappeler qu'il y a des grandes chances, en fait, que l'athlète qui vient me voir en consultation pour anxiété et dépression, il faut, c'est sous-jacent souvent un trouble alimentaire aussi, hein? Donc, dans le fond, peu importe la raison pour laquelle l'athlète vient vous consulter, bien, il faut faire un dépistage, dans le fond, rapide, avec des questions clés, juste pour voir, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans? Parce que ce qu'on voit, c'est que quand l'anxiété, la dépression sont causées, en fait, par une sous-alimentation, même si l'athlète n'a pas l'air amaigri, je le rappelle, le traitement ne fonctionnera pas. Fait que c'est souvent des athlètes, en fait, ou des gens que vous allez voir longtemps en consultation, puis toutes les stratégies que vous leur donnez pour l'anxiété, on dirait que ça ne fonctionne pas. C'est des gens qui, souvent, la médication ne fonctionnera pas non plus quand les athlètes sont sous-alimentés. Fait que c'est souvent, en fait, ça devrait sonner aussi une petite cloche chez vous, si ça fait longtemps que vous tournez en rond, dans le fond, avec certains athlètes, et de dépister pour un trouble alimentaire. Donc, numéro 10, il y a des chances que le trouble alimentaire se règle quand l'athlète cesse de pratiquer son sport. Ça aussi, en fait, il y a beaucoup d'athlètes qui pensent que le fait d'avoir un trouble alimentaire ou de se restreindre ou d'avoir certains comportements non optimaux pendant leur carrière sportive, c'est juste comme un sacrifice, dans le fond, à donner pour bien réussir. Puis qu'après ça, quand ils vont prendre leur retraite, que tout ça va se régler tout seul, puis c'est pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les derniers mois, les dernières années, il y a énormément d'athlètes qui font des sorties publiques dans les réseaux sociaux, dans les journaux, en disant comme ça n'a pas d'allure, je suis pris avec ce problème-là, ma fédération sportive n'a rien fait, tout le monde avait des problématiques, il n'y a personne qui a levé le drapeau à ce moment-là. C'est souvent les athlètes, justement, qui font cette réalisation-là des années plus tard, qu'ils sont pris avec le même problème, malgré le fait qu'ils aient cessé leur sport. Donc, nous, notre message clé, c'est qu'un trouble alimentaire, ce n'est pas un sacrifice normal à faire en tant qu'athlète, que ça ne disparaît pas justement quand il arrête son sport, mais aussi qu'il y a une fenêtre limitée pour traiter le trouble alimentaire. Pas que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir, au contraire, mais c'est des mois, des années de traitement, en fait, si on ne fait pas le dépistage rapidement. Puis le plus longtemps une personne va maintenir justement ces comportements-là, le plus ancré, ça va être difficile. Et puis là, on parlait d'identité d'athlète. Puis là, il y a l'identité du trouble alimentaire aussi qui viennent se forger l'un dans l'autre. Puis c'est beaucoup plus de travail à ce moment-là aussi. Fait qu'on va vous laisser avec 2 témoignages. Je vais peut-être t'interrompre, Alexia. Le temps passe super vite. Là, mais je donc, peux vous dire ça. juste parce que certains vont avoir des rendez-vous probablement à 1 heure aussi. Fait que je veux juste prendre le temps au moins de vous remercier, Alexia et Jody. C'était tellement intéressant. Là. On a décalé un peu, mais je n'osais juste pas interrompre parce que tous les points étaient tellement pertinents. Merci à tous ceux qui ont été là. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez m'écrire par courriel aussi. Je pourrais les relancer à Alexia et Jody. Mais on a un peu de temps. Je ne sais pas si Alexia et Jody, vous avez un peu de temps pour parler, peut-être mettre d'avant un peu ces points-là. Là. Donc, ceux qui doivent partir, je vous laisse aller, mais sinon, on va avoir un peu de temps pour des questions et pour finir. Excellent. C'est ça, en fait, si vous êtes intéressé à en savoir plus, on offre des formations pour les psychologues, les psychothérapeutes, justement par rapport au dépistage, des questions clés, comment intervenir dans le contexte sportif aussi, c'est quoi le traitement également. Fait qu'on en a une en anglais qui arrive cet automne, puis il va y en avoir une en français, en fait, cet hiver. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je regarde les questions dans le chat.
En fait, si vous voulez avoir des liens ou des noms de médecins ou tout ça, écrivez-nous en fait un courriel via notre site web, ça va être le plus simple, puis on va pouvoir vous donner les informations aussi. Puis je vais envoyer les informations, vos coordonnées là, par courriel après dans les prochains jours suite à la rencontre. Mais oui, c'était pas mal la seule question. S'il y en a qui ont des questions, c'est le bon moment pour les poser. On peut prendre quelques moments pour le faire. C'est gênant, on a un grand groupe, là, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro. On a une question là, de est-ce que les doctorants en psychologie clinique sont également admissibles aux formations? Oui, avec un tarif réduit aussi. Bon. Bien sûr. On espère former toutes les jeunes intervenantes aussi qui viennent dans leur carrière. C'est très intéressant. Quelle est la meilleure approche pour aborder le sujet avec un athlète dans le déni? Oui, c'est une question qu'on se fait toujours poser. En fait, je vais parler pour la nutrition, puis on en parle aussi plus dans nos formations, mais c'est justement, en fait, c'est d'aller trouver la chose qui dérange l'athlète en ce moment. Fait que l'évaluation est super importante, autant de bien comprendre, dans le fond, quels sont tous les symptômes physiques, comportementaux, psychologiques, dans le fond aussi. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont sortir, justement, de ces questions-là. Fait que c'est comme, j'appelle ça mon travail un peu de détective. Puis après ça, c'est comme de réexposer ça, dans le fond, à l'athlète en lui disant, je sais qu'en ce moment, tu trouves qu'il n'y a pas de problème. Je sais que ta performance n'est pas affectée. Tu te sens, dans le fond, parce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais la lune de miel aussi, qui est vraiment importante à considérer. Fait que souvent, ils ne sont jamais sentis aussi bien que ça dans leur vie aussi. Donc, c'est de dire, malgré ça, voici, dans le fond, tu n'as pas tes règles depuis 6 mois. La crème glacée que tu allais manger avec tes amis, dans le fond, tous les vendredis soirs, tu es dans ta chambre, tu t'isoles beaucoup. Fait qu'en fait, on va reprendre toutes ces petites choses-là, puis on va l'exposer, dans le fond, à l'athlète pour qu'il comprenne justement le fait que, malgré le fait qu'il pense que tout va bien, mais en réalité, c'est pas le cas. Puis, une des choses les plus importantes qu'Alexia, parce qu'elle fait souvent le premier dépistage, souvent quand ils viennent me voir, ils sont déjà au courant qu'ils ont un trouble alimentaire. Elle dit qu'elle planifie toujours des rencontres, follow-up après. Alors, c'est pas juste une rencontre, c'est qu'on va faire l'intervention, mais là, on va dire, OK, j'aimerais que tu penses à ça. Cette semaine, je vois que c'est quand même difficile, mais on va se revenir sur ça la semaine prochaine quand on se voit à un rendez-vous. On va prendre un rendez-vous pour une semaine, puis on peut revenir sur ça ensemble. Je sais que c'est beaucoup à digérer en ce moment. Alors, on va retourner là-dessus parce que fort probablement, ça va prendre un peu de temps pour qu'ils pensent un peu plus à ça, puis ils voient, oups, c'est vrai que tous les vendredis soirs, je sens quand même déprimée ou quoi que ce soit, puis c'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu de temps avant que la personne est moins en déni. Puis la première partie du traitement, c'est dans la partie motivation. Fait qu'il y a plein d'outils qui existent justement pour engager, en fait, l'athlète dans le plan de traitement. Absolument. Il y en a une main levée, Michaël, si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, merci. Ça va être plus facile à dire qu'à écrire. Dans le fond, je me demandais, vous suggérez, dans le fond, du dépistage précoce, de référer vers les cliniques médicales, par exemple, mais ce que j'entends aussi, c'est que parfois, ça peut peut-être être contre-thérapeutique si le médecin banalise un peu les symptômes. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que vous avez des suggestions? Y a-t-il des cliniques spécialisées? Qu'est-ce qu'on fait quand si on réfère, mais que finalement, ça fait l'effet contraire, là, on se tire dans le pied, dans le fond. Qu'est-ce que vous suggérez par rapport à ça? Mais c'est sûr que dans un monde idéal, c'est ça, je ne sais pas si vous êtes dans quelle région au Québec vous êtes, là, mais on peut vous donner des pistes et des médecins justement qui sont plus spécialisés justement en troubles alimentaires et en sport aussi. Fait que ça, vous pouvez nous écrire, puis on va vous donner dans le fond différentes références. Puis on espère former plus de médecins aussi pour qu'ils se sentent plus à l'aise d'intervenir. En même temps, ça arrive beaucoup, encore une fois, que les athlètes vont juste voir leur médecin de famille, puis qu'effectivement, dans le fond, on n'a pas nécessairement la réponse optimale de la part du médecin, mais je pense d'un point de vue santé et sécurité, il faut quand même qu'on s'assure que les tests médicaux de base sont faits. Fait que ça, c'est prioritaire. Fait que même si on ne trouve pas le médecin optimal, mais qu'on ait un ECG puis qu'on ait un bilan sanguin qui soit effectué. Puis à ce moment-là, surtout si
Si c'est par exemple cégep, ça peut être 17 ans aussi, mais ils peuvent être admissibles dans le fond pour des programmes hôpitaux aussi. Je veux dire, il y a d'autres démarches qui peuvent être faites pour des références aussi chez des athlètes un petit peu plus jeunes. Fait que dans ce contexte-là, on a quand même besoin de médecins pour des références puis pour faire des prescriptions aussi vers d'autres programmes. Ce qu'on fait souvent, c'est que, tu sais, moi, je vais du par que, OK, tu sais, je fais confiance dans le médecin, mais peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ils ne vont pas voir dans 15-20 minutes tous ces symptômes-là. Alors, je vais faire un petit rapport, peut-être écrire certaines choses. Des fois, j'envoie aussi les tests sanguins. Tu sais, il y a comme un formulaire des tests sanguins qu'ils font régulièrement chez les troubles alimentaires. Tu peux voir, mais on peut vous donner un exemple. Il y a aussi sur Academy for Eating Disorders, c'est bien établi. Mais des fois, j'envoie ça avec eux autres juste pour s'assurer que le médecin est au courant, comme OK, tu sais, flag, c'est un trouble alimentaire parce que, comme je dis, le client n'est pas toujours à l'aise à divulguer tous les symptômes ou quoi que ça soit. Alors, on peut avoir une petite conversation avec la personne en disant qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que j'écris une petite note? Est-ce que tu es à l'aise à divulguer vos symptômes? Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous aimeriez un petit papier pour que le médecin comprenne un peu les tests sanguins normalement faits dans ces cas-là? On peut aussi faciliter peut-être le processus un peu. Oui, puis souvent les médecins nous remercient en fait de le faire. Yeah. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres mains levées. De toute façon, on a dépassé un peu. Je vais renvoyer de toute façon l'enregistrement, la présentation par courriel dans les prochains jours. Si jamais vous avez des questions, il va y avoir les coordonnées aussi à Alexia et Jody dans le courriel. Fait que ça pourrait être un bon endroit pour le faire. Ou par moi, puis je pourrais le référer par la suite aussi. Donc, merci beaucoup à vous deux encore une fois. Merci tout le monde d'avoir été présent. Super apprécié. Merci beaucoup, c'est vraiment fun.